Voici le sommaire de ce magazine d'information. Les retrouvailles Macky Sall Idrissa Seck continuent d'alimenter les commentaires. Une semaine après la formation du nouveau gouvernement, nous en parlerons encore ce soir. En tout début de magazine, le directeur de l'information de Walf TV, Moustapha Diop, sera sur ce plateau. Coin Éco est consacré à un des faits marquants du dernier remaniement gouvernemental. Il s'agit de la création d'un département dédié à l'artisanat et au secteur informel. Mamadou Ndiaye s'entretiendra avec Ibrahim Noureddine Diagne, président de l'African Performance Institute. Dans la rubrique Bouillon Culture, nous parlerons de la SODAV. La Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins fait l'actualité depuis l'annonce d'un audit de sa gestion actuelle. La Côte d'Ivoire, après le scrutin présidentiel du 31 octobre, la légitimité du président Alassane Ouattara contestée, des opposants arrêtés. Babacar Ndao Faye était l'envoyé spécial du groupe E-Media à Abidjan. Il sera en ligne. Ailleurs à ITV embarque dans un navire de la Marine nationale, une balade en haute mer au large de Mbour à regarder. Tranche de vie, le portrait du nouveau ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. La nomination du gynécologue Pape Amadou Ndiaye suscite de l'espoir chez lui à Thiès. Les plantes originaires d'Amérique du Sud de plus en plus présentes dans nos espaces verts, une découverte de Kessendour. Et puis en fin de magazine, Ndeye Nancy Diouf nous donnera quelques ficelles pour passer une bonne semaine. Une nomination encore abondamment commentée par les Sénégalais, Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental à la faveur de ses retrouvailles avec le président Macky Sall, acteur politique et analyste, commente dans ce dossier signé Abdourahmane Ly. Qui l'aurait cru? L'opposant farouche devenu allié est nommé à la tête d'une institution qu'il n'a cessé de critiquer. Une nomination dans le but de régler les problèmes économiques du pays en cette période de Covid, mais cet analyste politique ne le voit pas de cet œil. Pour Ludovic Rosner, c'est juste une catastrophe. C'est une catastrophe du point de vue de l'exemple qu'on doit donner à la jeunesse, exemple de dignité et de probité. Idrissa Seck sait qu'il ne peut plus gagner et par conséquent il cherche à sauver les meubles. Peut-être que son parti est endetté. Il faut donc entrer dans le gouvernement pour avoir un peu d'argent. Ce n'est pas la première fois. Il avait rejoint Maître Abdoulaye Wade à un moment donné. On le lui avait pardonné parce qu'il a été deuxième devant Tanor, devant Moustapha Niasse. Et c'est donc son habitude de dire une chose et de ne pas le faire. Je vais dissoudre le Conseil économique et social, voilà qu'il en est président. Je ne serai plus nommé par décret, voilà qu'il est nommé par décret, etc., etc. Une catastrophe qui va lui coûter cher, martèle Ludovic Rosner. Pour lui, Idrissa Seck, en rejoignant le camp présidentiel, signe son arrêt de mort définitif en politique. Je ne pense pas que les Sénégalais commettront l'erreur de le mettre président de la République. Parce qu'il a démontré qu'il est un homme versatile qui ne tient pas à sa parole. Et je pense que le président Macky Sall commet même une erreur. Le Conseil économique et social, son président est payé par l'argent des Sénégalais. Ce n'est pas l'argent de Macky Sall qui paye le président du Conseil économique et social. Est-ce que le président a le droit de prendre les impôts des Sénégalais pour les payer à quelqu'un qui a trahi le peuple sénégalais? Quelqu'un qui donne sa parole et qui fait le contraire. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne mes impôts pour donner ça à Idrissa Seck. Parce qu'il a démontré qu'il est un homme versatile et qui n'est pas digne de confiance. Une mise en garde bien comprise par le porte-parole de Taxawu Sénégal, précisant que c'est son avis. Moussa Taye fait savoir que Taxawu Sénégal ne doit et n'a aucune intention de rejoindre la majorité présidentielle. À mon avis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce ne serait même pas éthique. Et personnellement, je ne suis pas d'accord sur le fait que Taxawu Sénégal puisse rejoindre le pouvoir. Taxawu Sénégal est dans l'opposition. Elle l'a affirmé en tant que plateforme politique depuis plusieurs mois. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui au Sénégal, c'est de travailler à un projet alternatif. Nous n'avons aucune raison de rejoindre le pouvoir.
Il pense même que Rewmi a fauté dans sa démarche d'adhésion au pouvoir. Par élégance politique et par respect aux Sénégalais, je pense que le parti Rewmi aurait dû, en amont, informer l'opinion publique. Cela passe du respect des électeurs, des militants et du peuple sénégalais, pour leur expliquer les raisons pour lesquelles ils ont choisi de rejoindre le camp du pouvoir. Ce qui est sûr est que les cartes sont aujourd'hui redistribuées. Redistribuées en faveur du leader de PASTEF. Selon Ludovic Rosner, il est à ce jour le seul opposant présent dans le landerneau politique sénégalais. Avant même la nomination d'Idrissa Seck au gouvernement, au Conseil économique et social, mais qui s'opposait? C'est Ousmane Sonko. Vous avez entendu qui d'autre? Personne. Personne. Il était le seul à s'opposer, à faire des déclarations d'opposants, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'il faut s'opposer aussi, même si ce qu'on dit n'est pas forcément vrai. Il est bon de montrer qu'on n'est pas content et d'être une force qui limite le pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il est capable de cristalliser tout le mécontentement du peuple et de s'imposer comme le futur président crédible? Ça, c'est une question. Taxawu Sénégal se signale, parlant ainsi d'une opposition plurielle, d'une opposition avec pour chacun des partis une stratégie différente face au pouvoir en place. Nous, à Taxawu Sénégal, avec les contraintes de Khalifa au niveau de la prison, après sa sortie de prison et le Covid, nous avions tant soit peu un peu gelé nos activités de terrain. Mais nous avons repris. Depuis une semaine, nous sommes sur le terrain maintenant. Nous déroulons notre feuille de route et nous comptons continuer sur cette voie-là. Avec notre propre stratégie qui consiste à aller vers les Sénégalais, à parler avec eux, à échanger avec eux pour élaborer ensemble un projet alternatif. Nos interlocuteurs n'excluent pas un deal. Mais pour eux, le seul deal qui vaille dans une démocratie, c'est un deal avec le peuple. Et nous recevons Moustapha Diop, le directeur de l'information de la chaîne de télévision Walf TV. Bonsoir Moustapha. Bonsoir à vous Mamadou et bonsoir à tous les téléspectateurs d'ITV. Quelle est votre analyse de l'accord politique entre le président Macky Sall et Idrissa Seck, leader de Rewmi? Je dois reconnaître quelque part que, comme beaucoup d'autres Sénégalais, j'ai été surpris d'entendre qu'Idrissa Seck a accepté d'être nommé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Mais qu'Idrissa Seck rallie le camp du pouvoir, ça ne me surprend pas autant que cela. Pourquoi? Parce que si on fait un peu d'histoire quand même, dans la soirée du 14 ou du 15 juillet 2004, vous étiez certainement chez Idrissa Seck, dans la cour d'Idrissa Seck en 2004, moi en tout cas j'y étais, quand les policiers de la division des investigations criminelles ont débarqué chez lui pour l'embarquer. Vous vous souvenez que son avocat, Maître Boukounta Diallo, et l'actuel ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui étaient ses avocats, s'étaient opposés à cela. À l'époque, nous tous, journalistes que nous sommes, analystes politiques, on était convaincus qu'il y avait une cabale politique montée de toutes pièces par le pouvoir d'Abdoulaye Wade pour se débarrasser d'Idrissa Seck. Pour quelle raison, on ne savait pas. Mais les semaines qui ont suivi, Mamadou, on a entendu des CD à l'époque d'Idrissa Seck où il traitait Abdoulaye Wade d'ancien spermatozoïde, de futurs cadavres. Le même Idrissa Seck qui dit dans un de ses CD que les bandits, les grands bandits ne se battent qu'au moment du partage du gâteau. Et à ce moment-là, moi j'ai commencé à me poser des questions sur la nature même de l'homme Idrissa Seck. Il a fait quelques 8 mois de prison pratiquement. Il est sorti à la veille de l'élection présidentielle de 2007, vous vous souvenez qu'à sa sortie, il y avait une coalition. Ça me rappelle beaucoup d'ailleurs la coalition IDI 2019 et ce qui se passe actuellement. Une coalition où il y avait la LDMPT de Abdoulaye Bathily, le PS d'Ousmane Tanor Dieng. Il l'avait appelée coalition Djamji, qui devait faire une liste commune entre Idrissa Seck, Abdoulaye Bathily et le PS d'Ousmane Tanor Dieng aux législatives de 2007, qui devait se tenir au mois de juin. Mais c'est en ces moments-là où il y avait des discussions entre Idrissa Seck, Abdoulaye Bathily, Ousmane Tanor Dieng, qu'au beau jour, les deux autres apprennent que Idrissa Seck est au palais de la République où il est reçu par le président Abdoulaye Wade alors qu'il était déjà candidat à la présidentielle. Quelle similitude entre les deux situations? J'en viens. Idrissa Seck sort de ces audiences-là, va à la présidentielle de 2007 et il arrive deuxième, comme c'est le cas en 2019. Il arrive deuxième, normalement, il doit incarner l'opposition d'alors, parce que c'était lui, le chef naturel de l'opposition, arrivé deuxième derrière Abdoulaye Wade qui était passé au premier tour. Alors que l'opposition était en train de se préparer à boycotter les législatives de 2007, Idrissa Seck
décide de retourner au Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Vous avez suivi cette époque-là. Quand je vois ce qui se passe actuellement, j'ai entendu dans le dossier tout à l'heure Moussa Taye déplorer le manque d'élégance d'Idrissa Seck qui rencontre Abdoulaye Wade à Macky Sall depuis 15 mois, il dit, sans avertir ses alliés de Idy 2019. Je me dis que ce n'est pas la première fois. Parce que quand il a décidé de retourner au PDS, il n'avait pas du tout averti ses alliés qui étaient Abdoulaye Bathily et Ousmane Tanor Dieng qui se préparaient à aller avec lui aux législatives de 2007 d'ailleurs. Des législatives qui ont été boycottées par l'opposition, vous vous souvenez de ça, ce qui a donné naissance aux assises nationales. Et pour vous, ces deux situations sont pareilles? Oui, je veux dire par là que ce qui se passe actuellement ne doit pas nous surprendre quand on voit ce qui s'est passé en 2007. Idriss Seck fait à peu près la même chose. Il discute avec Macky Sall pendant 15 mois, il dit, on a discuté à travers le dialogue national, mais on a également échangé à travers nos tête-à-tête. Moi, je vous dis que ses alliés de Idy 2019 n'ont appris l'entrée au gouvernement de Rewmi que le jour où vous l'avez passé sur votre chaîne, d'autres personnes l'ont passé sur leur chaîne. D'ailleurs, quand il y a eu les premières bips d'information disant qu'il se pourrait que des gens de la coalition Idy 2019 entrent au pouvoir, entrent dans le gouvernement, mais les gens de Rewmi l'ont démenti. Ils ont dit que ce n'était pas possible. S'ils le font, ils le font sous leur propre bannière. Alors qu'en ce moment-là, Idrissa Seck, le chef du parti, était en train de discuter avec le président Macky Sall. Ça manque d'élégance tout cela. Oui, alors, entre l'élection présidentielle de février 2019, marqué par le duel entre le président sortant Macky Sall, qui a après été réélu, et Idrissa Seck, son rival, son adversaire, arrivé deuxième, qu'est-ce qui a pu changer à votre avis? Ce qui a changé, c'est peut-être le Covid-19 qui a un peu chamboulé, dans les arguments. Exactement, qui a un peu tout chamboulé. Mais Idriss Seck dit quelque part que ce qu'il fait actuellement ne dépend pas que du Covid. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il discute depuis 15 mois. Le Covid, si mes souvenirs sont bons, les premiers cas, c'était au mois de mars. Je crois bien. Alors, il nous explique ça. Ce qui a changé, à mon avis, c'est le Covid, il faut l'accepter, qui a entraîné une crise économique. Mais dans la vie politique de tous les jours au Sénégal, on nous dit souvent d'ailleurs que Abdoulaye Wade l'a fait 2 fois. Pourquoi Idriss Seck ne le ferait pas? Moi, je dis souvent que ce qu'on a appris, c'est que du temps de Wade, il y avait une crise politique quand même, qui a commencé avec les événements de 88, où on disait que le pouvoir était pratiquement dans la rue. Il y a eu également ces fameux événements entre le Sénégal et la Mauritanie de 89, ensuite le meurtre de Maître Babacar Seye. Tout cela faisait qu'il y avait une crise politique qui avait obligé Abdou Diouf à peut-être prendre quelqu'un comme Abdoulaye Wade pour pouvoir calmer la situation. Mais vous reconnaîtrez avec moi que depuis l'élection de Macky Sall en 2019, sa réélection, il n'y a pas une crise politique majeure au Sénégal. Et qu'est-ce qui a pu être déterminant alors, décisif dans la réconciliation entre les deux hommes politiques? Je crois que ce qui a pu être décisif dans la réconciliation, c'est que quelque part, Idriss Seck, c'est un homme politique quand même très rusé, il faut le reconnaître, qui a cette intelligence politique qui fait qu'à chaque situation, il essaie de voir comment en tirer profit. Je me dis quelque part, il se dit, on va vers des élections présidentielles en 2024. On se dit quelque part, Macky Sall pourrait ne pas être candidat. Il peut avoir besoin de quelqu'un qui puisse réunir la famille, comme on dit, et défendre ses couleurs. Peut-être la famille libérale qui se fait actuellement. Sauf que le président Macky Sall gouverne avec des socialistes. Oui, il gouverne avec des socialistes. Et même d'anciens communistes. Oui, mais qui jusqu'ici ont renoncé à leurs ambitions présidentielles. Le PS, vous l'avez vu, l'AFP de Moustapha Niasse également. Or, avoir Idrissa Seck qui est le principal opposant, enfin, qui est arrivé deuxième à la présidentielle, ça calme un peu l'espace politique et ça lui permet de pouvoir encore contrôler davantage sa majorité. Moi, je pense que c'est tout ce qu'il y a à changer, mais absolument rien n'a changé si ce n'est le Covid et cette envie peut-être d'Idriss Seck d'aller au pouvoir sans se battre comme l'a fait Macky Sall par exemple entre 2008 et 2009. Macky Sall, le président de la République, à la tête aujourd'hui d'une majorité forte de 80% des suffrages. C'est l'une des explications données par Idriss Seck lors de son face-à-face avec les journalistes. Quelle posture alors pour l'opposition face à un pouvoir qui élargit sa majorité? À mon avis, ce n'est pas aussi arithmétique qu'on veut le faire croire. 58% pour Macky Sall, 20% pour Idriss Seck, les deux, vous avez raison, ça fait pratiquement 80%. Mais déjà, la coalition Idy 2019, imaginez que chaque
chacun des partis qui avaient combattu pour qu'Idriss Seck arrive deuxième prenne sa part un peu de cette coalition. Je ne pense pas qu'Idriss Seck puisse se retrouver avec 10%. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la preuve, on a la certitude que les 58% des Sénégalais qui avaient voté pour Macky Sall en 2019 sont encore avec lui? Je n'en ai pas la preuve. Ce que je sais simplement, c'est qu'aujourd'hui, il a une majorité forte qui lui permet de gouverner en toute responsabilité, en toute quiétude. Ce qu'il y a également, c'est que dans ces conditions-là, l'opposition devient de plus en plus faible. Mais cette faiblesse de l'opposition-là, moi, ça me fait peur parce que je me dis que dans une démocratie, il doit y avoir une opposition forte qui permet au pouvoir de pouvoir avoir un interlocuteur valable et qui puisse un peu tenir la dragée haute au pouvoir. Mais si aujourd'hui on a une opposition très très faible, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des groupuscules qui vont sortir un peu partout. Vous entendez très souvent, on parle d'activistes, on vous parle peut-être d'organisations liées à des organisations religieuses, si on peut parler ainsi, et qui ne sont pas facilement contrôlables. Est-ce que c'est ce que le pouvoir veut et qu'un beau jour on se lève avec une manifestation qui n'est pas contrôlée? Je ne pense pas que ça puisse faire les affaires du pouvoir. Si vous vous souvenez du temps de Diouf, il y avait un Abdoulaye Wade qui incarnait l'opposition. L'opposition réagissait quand Abdoulaye Wade le voulait. Si Diouf voulait que ça se calme, il discute directement avec Abdoulaye Wade et ça se calme. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un leader de l'opposition qui puisse contrôler les troupes. Et ça, pour moi, c'est pas bien pour l'opposition, mais c'est également dangereux pour le pouvoir. On a quand même vu dans le dossier d'Abdourahmane Ly, ceux qui se sont exprimés, d'abord un analyste Ludovic Grossard qui dit aujourd'hui, de fait, c'est Ousmane Sonko qui devient leader de cette opposition, le chef de cette opposition. Moussa Taye également, qui est un collaborateur de Khalifa Sall, dire que oui, aujourd'hui, leur résolution, c'est de s'opposer, c'est de rester dans l'opposition. Vous pensez que vraiment, il n'y a pas de figure marquante au sein de cette opposition sénégalaise aujourd'hui? Mais justement, il y a des figures marquantes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un Abdoulaye Wade. L'opposant Abdoulaye Wade, on n'en trouve pas actuellement dans l'opposition. C'est vrai que Ousmane Sonko est arrivé 3e à la présidentielle. Il reste très très fort quand on sait que Abdoulaye Macky Sall était premier, Idrissa Seck 2e. Si Idrissa Seck rallie le camp du pouvoir, naturellement, on se dit que celui qui est arrivé 3e devient de facto le numéro 2, donc le numéro 1 dans l'opposition. Ça, je l'accepte. Khalifa Ababacar Sall a fait plusieurs mois en prison. Il est sorti dans un contexte où il y avait le Covid et tout. Ils ont préféré mettre la balle à terre en attendant que ça se tasse. Ils ont commencé à reprendre leurs activités. Ça fait que l'opposition va un peu se réveiller. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas encore ce leader qui fédère toute cette opposition-là et qui, comme Abdoulaye Wade le faisait du temps de Diouf, puisse dire allons-y au combat, revenons, on négocie, on entre dans le gouvernement. Ça, on ne le voit pas pour le moment. Cette opposition risque de ne pas avoir suffisamment de temps d'ici 2024 pour se reconstituer. Oui, le temps manque. Et se constituer en bloc. Le temps manque et moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un bloc, en tout cas pas un seul et unique bloc qui puisse regrouper tous les responsables de l'opposition. Ce que je crois, c'est ce que le Sénégal vit pratiquement depuis des années et des années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contexte qui se pose, à chaque fois qu'il y a un combat à mener, l'opposition a su se réunir autour, par exemple, d'Abdoulaye Wade ou bien d'autres leaders pour mener ce combat. Mais avoir un bloc qui permet aujourd'hui à l'opposition d'aller vers des échéances électorales unies, je ne le crois pas. Moustapha Diop, merci. Grand merci à vous, Maoudou. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information de la chaîne Walf TV. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Je suis très honoré d'avoir été votre invité. Merci et bonsoir chez vous, Moustapha Diop. Un autre sujet de cette Total Dimanche Coin Éco sur le nouveau ministère dans la nomenclature gouvernementale. Il s'agit de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 85% de la population active évolue dans l'informel. Une très bonne trouvaille du chef de l'État du point de vue du chef de division des statistiques et stratégies, service logé au ministère des Finances et du Budget. Ibrahima Kaba indique que l'État doit encadrer, former et financer ces acteurs de l'informel pour atteindre justement la formalisation et la transformation souhaitée. Suivons le dossier de Mame Abdougueye Kassé. La création d'un ministère dédié à l'artisanat et à la transformation du secteur informel arrive à son heure. 97% des unités économiques au Sénégal sont de ce secteur.
La révélation est de l'économiste chef de division des statistiques et stratégies à la direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés au ministère des Finances et du Budget. D'abord de rappeler en fait, lors du recensement général des entreprises, il a été montré que 97% en tout cas des unités économiques de notre pays, en tout cas, est constitué du secteur informel. Mais également, dans ce même recensement, il a été montré que les travailleurs, en tout cas de ce secteur, ne bénéficient pas de la couverture, en tout cas sociale, que, en tout cas, ceux qui s'inscrivent au niveau de l'IPRES, également ceux qui, au niveau de la caisse de sécurité sociale, sont... La transformation du secteur informel doit passer par la formation et l'accompagnement des acteurs qui l'animent. Il va falloir les former, parce qu'il est important aujourd'hui, avant de les octroyer un financement, il faut d'abord les identifier, il faut les accompagner, les encadrer. C'est pourquoi tantôt j'ai parlé de l'ADR, j'ai parlé de l'ADPME, qui aujourd'hui, en tout cas, encadre en tout cas tout ce qui est PME, tout ce qui est entreprise. Donc je pense que leur intervention sera importante, mais également en termes de garantie, le FONGIP, quand ils interviennent également, avec la somme de l'État, ils pourront garantir le financement qui sera donné en tout cas à ce secteur-là. L'ADR maintenant va les accompagner pour pouvoir vraiment les aider au financement et le suivi vraiment de ce crédit-là. Donc je pense que, mais il faut les former en gestion, il faut les former en finance, il faut les former également en comptabilité. Avec la formalisation du secteur, l'État peut augmenter son taux de recouvrement fiscal qui ne dépasse pas la barre des 25%. Ce responsable au ministère des Finances et du Budget plaide pour un différé de paiement pour les acteurs de l'informel. Aujourd'hui, le taux effectif global est de 24%. Donc si l'État parvient à négocier pour avoir vraiment, en tout cas, une bonification du taux, pour aller jusqu'à 3%, je pense que ce serait important pour le secteur-là. Mais également, permettre à ce secteur-là de bénéficier vraiment d'un différé de paiement. Parce que différé de paiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un prend le prêt, au lieu de payer un mois après, on peut faire un différé de paiement allant de 12 à 24 mois. C'est-à-dire au-delà, c'est après 12 mois que la structure pourra commencer à payer. Le secteur informel constitue la locomotive de l'économie nationale. Sa transformation a longtemps été souhaitée par les acteurs qui poussent un ouf de soulagement suite à la création du ministère en charge de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Le coin écho de la Totale de ce dimanche 8 novembre s'entretient avec Ibrahim Nour-Eddine Diagne. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Vous êtes le président de l'African Performance Institute. Vous vous occupez de la promotion du numérique sur le continent. Vous êtes à la fois expert de l'ONU pour les transactions électroniques et spécialiste de la gestion, de la transformation et du leadership. Pour la première fois de son histoire, l'artisanat et l'informel voient leur secteur érigé en ministère éponyme en charge de la transformation de l'information. Nous parlons bien sûr du Sénégal. Vaste programme, Mamoudou Ndiaye, n'est-ce pas? Le décor ainsi planté, place à votre entretien. Bonsoir à toi. Bonsoir Mamoudou, bonsoir M. Diagne. Bonsoir Mamadou. Et voilà une figure marquante donc, du secteur formel qui s'intéresse un peu au secteur informel. C'était tout à fait intéressant, M. Diagne, parce que le président de la République a déclenché un peu les choses en disant que désormais, un ministère dédié justement à l'informel et à l'artisanat va être érigé. Et je pense même que c'est le cas en ce moment. Mais 700 000 acteurs du secteur informel, 120 000 métiers et un chiffre d'affaires époustouflant dans ce secteur-là, ça fait un univers, un monde. Comment faut-il procéder pour que le secteur informel fasse surface? Merci beaucoup, Mamadou, de l'invitation d'abord et de la pertinence du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur informel au Sénégal, comme dans toutes les économies émergentes, est une question. Mais ce n'est pas une question tout à fait homogène parce que vous avez un secteur informel qui est né sur les flancs du secteur formel par la nécessité de combler des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et vous avez un autre secteur informel qui, lui, est né à la marge de la réglementation pour donc se protéger contre une réglementation, notamment fiscale ou parfois même normative, qui ne convient pas au rythme du développement de leurs affaires telles qu'ils le souhaitent. Et ces deux questions qui sont plus ou moins différentes, même si l'appellation de secteur informel, elle est plus ou moins uniforme. Donc il y a un gros défi. Le défi, c'est de maintenir l'impératif social du secteur informel qui génère des revenus,
et ces revenus générés sont consommés, redistribués, mais donc reviennent dans la cagnotte fiscale parce que dès qu'il y a consommation, il y a de la TVA, il y a de la taxe, il y a des entreprises qui font du chiffre d'affaires. Donc à ce niveau-là, c'est plus un gain qu'un péril. Par contre, de l'autre côté, sur le plan fiscal, lorsque le secteur informel il vient en concurrence avec le secteur formel qui, lui, recrute des emplois et met en place, applique toutes les réglementations, y compris la réglementation fiscale, là, il y a un danger parce que des acteurs formels auront tendance eux-mêmes à vouloir s'informaliser. Le président de la République a-t-il fait preuve de réalisme politique ou a-t-il montré que, en vérité, faire un clin d'œil justement au secteur informel relève justement d'un opportunisme politique aussi? Alors, c'est difficile de savoir la lecture qu'il a eue, mais ce qui est sûr, c'est que le secteur informel est une dynamique économique qui est une réalité dans ce pays-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, sans secteur informel, il y a des revenus qui n'existeraient pas et donc on serait avec des tensions sociales que l'État ne pourrait pas satisfaire. Créer un ministère, c'est certes la traduction d'une ambition par rapport à ce secteur, mais n'oublions pas que le secteur informel, il est transversal. Donc il n'est pas associé à un secteur. Donc la manière de le traiter ne peut pas être carrément contenue dans une fonction ministérielle. Je pense que c'est une logique qui doit être globale. En quelque sorte, il faudrait même peut-être avoir les états généraux de l'informel. Carrément. Carrément, de sorte à ce que toutes les parties prenantes concernées puissent avoir une feuille de route pour valoriser le secteur informel et réduire la partie négative sur l'économie du secteur informel. C'est peut-être ça qui serait une démarche que le ministère qui vient d'être érigé pourrait entreprendre pour justement avoir une dynamique tout à fait positive. Alors, je rebondis un peu sur vos propos préliminaires. Quand le secteur informel se révèle un peu en disant « je me soustrais aux lois », c'est parce que les lois sont imposantes, elles sont contraignantes. Ou bien c'est parce que aussi peut-être ceux qui érigent les lois, ceux qui les proposent, ne comprennent pas les dynamiques de fonctionnement justement du secteur informel. Alors, je pense qu'il y a des deux. Il y a des personnes qui maîtrisent les lois et qui les contournent volontairement pour avoir plus de bénéfices. Ça, c'est un secteur informel qui prend le risque de contourner des lois, parce que quand vous contournez les lois, notamment fiscales, vous êtes sûr que cela peut vous rattraper à l'avenir. Mais il y a un secteur informel qui ne peut pas se formaliser car la structure de formalisation ne correspond pas à son activité. Et donc, c'est un secteur qui, par défaut, est informel, non pas parce que c'est la seule voie qu'ils ont choisie, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Je vais vous taquiner un peu. Est-ce que la formalisation du secteur informel n'est finalement pas une gageure? Quelque part, on peut le dire parce qu'il y aura toujours un secteur informel. Quels que soient les efforts qui sont faits, les économies structurées, même des pays avancés, génèrent à la périphérie un secteur informel, parce que c'est un secteur qui permet, en fait, quelque part on l'appelait économie solidaire en France, qui permet à des personnes d'avoir leur dignité à travers un revenu, même si ce revenu-là, dans la manière dont il est généré, ne répond pas aux impératifs. Donc je pense qu'on ne tuera jamais le secteur informel et il y a des exemples qu'on peut donner. Aujourd'hui, même lorsque une personne formelle organise une cérémonie, par exemple familiale, vous avez beau être le ministre des Finances en charge de l'intégrité de la fiscalité, mais vous allez louer des chaises qui n'ont pas payé la TVA, vous allez louer des tentes qui n'ont pas... C'est naturel. Et elles seront transportées par des charrettes qui n'ont pas payé la TVA, etc. Donc, on a dans notre structure sociale un mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, n'est pas caractérisé par la norme fiscale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut forcer un propriétaire de charrette à se mettre à la norme fiscale ou est-ce qu'il faut adapter son activité à une forme de contribution fiscale qui aurait plus ou moins le même impact, mais qui ne serait pas en défaut, en porte-à-faux avec l'exercice de son activité? Alors, si on vous suit, le secteur informel, c'est presque une poule aux œufs d'or. Ça dépend comment on voit les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité économique avec le secteur informel. Est-ce qu'on est même capable de mesurer avec précision la valeur de ce secteur informel? Mais il y a également un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est que quel que soit le caractère invisible sur le plan fiscal de ce secteur informel, par le simple fait qu'il génère des revenus, il entraîne un cycle de valeur par lequel il y aura une fiscalité qui s'appliquera. Ça veut dire que s'il n'existait pas, ce cycle de valeur n'existerait pas non plus. Donc, on n'est pas tout à fait perdant en tant qu'État lorsque ce secteur informel
échappe au premier filtre fiscal parce qu'il forcément il contribuera au deuxième filtre. Maintenant, ça aide à créer des revenus, à gérer les tensions sur l'emploi. Donc forcément, on a besoin de ce secteur informel, ne serait-ce que de façon palliative. Qu'est-ce que je gagne ou je perds en me formalisant? Je pense que la prédictibilité, la capacité de maîtriser son activité, de savoir aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'objet d'un redressement fiscal, qu'on ne peut pas avoir une autre forme de pression par les institutions sociales, l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, c'est nécessaire pour toute activité qui a vocation à grandir. L'informel, tant qu'on est dans une activité périphérique, petite, miniature, invisible, c'est sans doute la meilleure manière de commencer une activité. Mais on ne peut pas grandir en restant informel. Donc ce qu'on perd, c'est certainement la possibilité d'être un géant dans l'activité dans laquelle on prospère. Et je pense que vous l'avez vu, je prends l'exemple de Khelcom Bash, qui a dû commencer de façon informelle, qui est devenue une entreprise formelle. Et du coup, a généré des emplois, de la valeur ajoutée et tout ce qu'il faut. Mais si on lui avait interdit d'être informel au moment où il initiait sa démarche, cela n'aurait pas conduit à cette entreprise aujourd'hui avec la valeur qu'on lui connaît. Alors, cet exemple, il est très édifiant. Est-ce que ces acteurs-là ne devraient pas être plus écoutés, ne serait-ce que pour eux, parce qu'ils sont à l'intérieur? Ils peuvent donc comprendre les motivations psychologiques des gens de ce secteur, ne serait-ce que pour apporter une lumière, un éclairage ou bien peut-être même une solution à des problèmes qui sont posés par l'État mais qui ne trouvent pas une solution définitive. Absolument. Je pense que ceux qui ont réussi à émerger du secteur informel et qui aujourd'hui sont des exemples en fait que les gens peuvent voir et peuvent avoir envie d'imiter, ils doivent avoir droit au chapitre pour expliquer leur parcours et surtout expliquer le bénéfice qu'ils ont en se transformant et en ayant maintenant recours au formalisme pour toutes leurs activités. C'est important parce que pour beaucoup de personnes, ce changement d'échelle n'est pas visible. Et ces personnes-là sont l'incarnation réelle qu'il y a un intérêt à se formaliser. Et donc ça plaide un peu en faveur de votre appel pour justement des assises justement de l'informel. Absolument, parce qu'on mélange lorsqu'on parle d'informel des personnes vertueuses et des personnes qui le sont un peu moins. Et des états généraux permettraient d'éclairer sans doute mieux l'opinion et les acteurs qui doivent apporter les solutions. Si vous aviez un message à transmettre justement au secteur informel, en termes de qualité, dites-leur quelles sont leurs qualités. Et probablement s'ils ont des défauts aussi, dites-leur en face quelles sont leurs qualités, leurs défauts plutôt. Je pense que la qualité première, c'est le pragmatisme et l'intelligence situationnelle. Le secteur informel a une capacité d'adaptation incroyable. Et avec d'ailleurs le développement du numérique, vous avez vu que c'est un secteur qui n'a pas été limité par ces technologies. Au contraire, il l'a pris comme un avantage pour mieux valoriser son activité. Alors, une fois cette étape franchie et qu'on veut aller vers une étape plus importante, c'est important d'être formel. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, la vision de l'État, c'est une force financière dont personne ne se pose la question de mais comment elle est alimentée, cette force financière? Elle est alimentée par la fiscalité. Ça veut dire que ceux qui contribuent, ils donnent à l'État les moyens de pouvoir financer l'éducation, la santé et tout le reste. Et cette conscience citoyenne-là, en fait, elle doit être vraiment inculquée à tous les acteurs parce qu'on n'a pas la culture de contribution. Les Sénégalais peuvent être très généreux dans des cérémonies sociales ou religieuses et beaucoup moins lorsqu'il s'agit de contribuer sur le plan fiscal. Parce que pour eux, l'État invente des ressources. Ils n'ont pas conscience que c'est les ressources collectées qui permettent à l'État de pouvoir agir. Alors, la question que j'avais, c'est qu'il a fallu qu'on assiste un peu à l'arrivée des grandes chaînes de distribution pour nous poser véritablement des questions sur notre secteur informel. Vous pensez que cet envahissement, si on peut le qualifier ainsi, de ces chaînes de grande distribution devrait réveiller tout le monde, réveiller surtout ce secteur informel? Alors, vous savez, l'arrivée de ces chaînes de distribution et d'autres mécanismes plus formels, ça répond à la sorte d'émergence d'une classe moyenne sénégalaise qui est orientée service, qui est prête à payer pour avoir plus de qualité. Ça ne va pas pour autant tuer le secteur informel, parce que le secteur informel était connu pour sa proximité et des coûts qui sont tout à fait acceptables. Or, ces réseaux de distribution qui se construisent apportent la proximité, mais également se battent sur les coûts parce qu'ils ont l'effet de volume.
Donc cela doit éveiller tous les acteurs qui étaient dans un petit cercle de confort où ils n'étaient dérangés par personne, pour se dire que désormais, il y a des acteurs qui peuvent venir avec de l'échelle. Et avec cette échelle-là, ils ont les moyens de pouvoir perturber le fonctionnement. Avant même ces acteurs dont vous parlez, nos amis chinois, lorsqu'ils sont venus s'installer sur l'avenue Centenaire et qui se sont investis dans, j'allais dire, la friperie, tout ce qui est habillement et tout, textile, ça a révolutionné. Alors qu'avant, les gens allaient chercher, ils se faisaient des bénéfices très importants, ça tirait vers le bas les coûts. Donc, le consommateur, quelque part, peut être avantagé par la formalisation. Très bien. Modiaye, Alors, une minute. oui. Parlons maintenant un peu de labellisation. Oui. Je pense que le Sénégal, par l'artisanat, en tout cas, c'est illustré par les manufactures des arts décoratifs de Thiès à l'échelle mondiale, justement inspiré par le président Senghor. Donc le Sénégal s'est illustré comme une destination assez intéressante du point de vue justement de la créativité de ces acteurs du secteur de l'artisanat. Il faut bien maintenir cette position, mais à l'heure maintenant des nouvelles technologies, à l'heure justement de la digitalisation même de l'économie, peut-on décamper donc le secteur informel pour qu'il s'adapte davantage donc à ces nouvelles technologies, tout en restant dans l'informel? Tout à fait. Je pense que la labellisation est un principe fondamental aujourd'hui dans les secteurs dans lesquels nous pensons que nous sommes compétitifs, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on est compétitif sur tous les secteurs artisanaux. Non. Il y en a certains sur lesquels on est compétitif et on peut créer une valeur supplémentaire, parce que quand vous exportez, vous devez ajouter de la valeur. Et donc ça, c'est un travail quand même de fond que les agences et l'État, en fait, ceux qui sont en charge de ces secteurs, doivent pouvoir analyser et pousser les secteurs qui sont exportables et qui sont capables de générer de la valeur ajoutée et mettre la labellisation dont vous avez parlé comme un accélérateur pour pouvoir pousser. Vous voyez, je regarde dans les championnats de foot, les maillots où ils mettent maintenant visite Rwanda, regardez. Rwanda est un tout petit pays, mais ils sont touristes. Voilà, parce qu'ils veulent avoir cette visibilité et ce label-là. Donc voilà quelque chose de tout à fait intéressant que le Sénégal pourrait également imiter. Vaste sujet, Mamadou. Oui, vaste sujet. Nous aurons l'occasion sans doute d'y revenir, surtout cette idée d'assises ou d'états généraux du secteur informel. Pourquoi pas? Absolument. Merci Ibrahima Noureddine Diagne, merci Mamadou Ndiaye. La suite de la Totale. Bouillon Culture, la SODAV au devant de l'actualité. Un audit ordonné par le président de la République il y a quelques semaines a suscité une vive controverse entre la direction de la boîte et certains acteurs culturels sur la gestion de la société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins qui a remplacé, comme vous le savez, le BSDA. Faisons davantage connaissance donc avec la SODAV. Boubacar Dieng signe le sujet. La SODAV a vu le jour le 7 mars 2016 en remplacement du Bureau sénégalais des droits d'auteur. Elle est créée par la loi numéro 2008-09 du 25 janvier 2008 sur les droits d'auteur et droits voisins. La SODAV est une société pluridisciplinaire qui gère l'ensemble des droits reconnus par la loi numéro 2008-09. Elle perçoit le droit d'auteur et les droits voisins chaque fois qu'une œuvre de son répertoire est exécutée ou diffusée publiquement. Ensuite, la Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins répartit les recettes aux ayants droit. Les droits ayant fait l'objet d'une perception sont répartis entre ayants droit déclarés dans des délais qui varient selon le type de droit à répartir. La SODAV assiste les ayants droit dans la négociation avec les utilisateurs. Sa situation de gestionnaire du répertoire confère à la SODAV une entière responsabilité dans la lutte contre la piraterie des œuvres et diverses contrefaçons dont sont victimes les créateurs au quotidien. Boubacar Dieng, heureux de te retrouver. Bonsoir. Bonsoir Mahmoudou. Alors, à part les auteurs, qui sont les autres membres de la SODAV? Oui, à part les auteurs, il y a les artistes interprètes, de même que des producteurs et éditeurs. Donc, c'est en quelque sorte, c'est le monde culturel sénégalais qui se retrouve dans la SODAV. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres artistes ou bien d'autres musiciens qui ne sont pas inscrits à la SODAV parce qu'il y a le secteur informel donc, qui est là dans le monde de l'art aussi. Pourquoi la SODAV existe-t-elle des appétits? Bon, c'est la question à 1000 balles parce que déjà il y a des artistes qui sont regroupés dans un collectif appelé SAIWI qui veut dire le Fago. Donc eux, ils réclamaient une gestion plus sobre de la SODAV. Selon eux, la SODAV est mal gérée. Il y a aussi la question des cartes de membres.
Donc Khalifa Diakhaté avait invité le 23 septembre Jules Ndiaye, qui est artiste, qui fait partie de ce collectif-là et qui dénonçait cela. Sur le plateau aussi, il y avait Ngoné Ndour, PCA. Jules Gueye, et Ngoné Ndour, la présidente du conseil d'administration. Voilà, c'est ça. Donc le débat était un peu houleux, mais il faut retenir que ces artistes-là, ce qu'ils dénoncent, c'est la gestion et les cartes de membres, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, Ngoné Ndour, ce qu'elle avait répondu, c'est que la SODAV marche bien, mais aussi que ce que les artistes demandent comme des cartes de membres là, ça peut se faire, mais dans un autre domaine. Maintenant, il faut aussi savoir qu'avec la Covid, l'industrie du spectacle avait beaucoup souffert. De ce fait, l'État avait donné une subvention ou bien une aide au monde de la culture à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Donc 3 milliards dont 1 milliard 500 millions de francs CFA pour les auteurs inscrits à la SODAV et ceux qui ne sont pas inscrits à la SODAV aussi, mais qui sont dans le sous-secteur de la musique. Et cette répartition, 125 000 de francs CFA sont revenus à chaque artiste, ce que ces artistes-là dénoncent. Pape Guissé, qui était l'invité de Tok Tok Sénégal de DJ Boops, l'a aussi dénoncé. Il dit que c'est insuffisant, 125 000 francs. Et il demandait l'audit de la SODAV, comme aussi l'avait fait Jules Ndiaye avec Ngoné Ndour. L'audit de la SODAV, parce qu'ils ont avancé 11 000 membres de la SODAV, et selon eux, il faut publier le fichier de la SODAV pour qu'ils puissent savoir s'il y a réellement 11 000 musiciens ou bien artistes ici au Sénégal. Donc de l'autre côté, il y a aussi que la SODAV a créé une nouvelle commission qui est la commission pour la copie privée. Donc cette commission génère beaucoup de revenus annuellement, à peu près 3 milliards au pire des cas. 3 milliards plus 1 milliard qui reviennent des droits d'auteur et droits voisins, ça fait 4 milliards cumulés. Et donc c'est une importante manne financière et cela aussi pourrait aiguiser des appétits. On va suivre les résultats de cet audit qui est annoncé. Merci Boubacar Dieng. Je vous en prie, Maman. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Le diplomate est un journaliste. Babacar Ndaw Faye, rédacteur en chef du site immedia.sn et envoyé spécial à Abidjan à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre. Bonsoir Babacar. Bonsoir Mamoudou. Tout d'abord, comment appréciez-vous, vous qui rentrez d'Abidjan, l'arrestation de Pascal Affi-N'Guessan qui a été arrêté justement samedi? Il fait partie des 3 opposants poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Alors, je dois dire que c'est presque une suite logique des différentes positions qui ont été exprimées de part et d'autre. On a vu surtout 2 partis qui se sont radicalisés, le camp du pouvoir et le camp de l'opposition qui a théorisé un peu cette histoire de boycott actif, on va dire. Et c'était presque comme une évidence depuis la fin de la campagne. Il me semble que toutes les voix qui comptent au sein du RHDP avaient quelque peu annoncé l'arrestation à venir des responsables de l'opposition. Et étant donné que parmi ceux qui théorisaient un peu cette histoire de désobéissance civile et de boycott, il y a un ancien chef de l'État qui a 86 ans, Henri Konan Bédié, qui naturellement ne va pas être arrêté pour les raisons qu'on devine. Il ne restait plus donc que Pascal Affi-N'Guessan et puis les autres responsables du FPI comme Touakeus et les autres responsables, parce que les autres grands noms entre guillemets de cette mouvance sont pour la plupart à l'étranger. C'est le cas de Guillaume Soro, c'est le cas de Laurent Gbagbo, entre autres. Alors, Babacar, les principaux responsables de l'opposition, vous l'avez dit, avaient appelé à un boycott actif du scrutin présidentiel du 31 octobre. Les résultats de ce vote, justement, donnent le président sortant Alassane Ouattara largement vainqueur avec plus de 94% des suffrages. Un pays divisé en 2. Très largement même, c'est effectivement le cas. Le pays est, moi je dirais même divisé en 3, Mamadou. Pourquoi en 3? Parce qu'on a eu l'impression qu'en plus des 2 camps qui se regardent en chien de faïence, c'est-à-dire le camp du pouvoir et le camp de l'opposition radicale, il y avait pour moi une autre partie qui est peut-être la plus importante. C'est la majorité de la population qui a eu comme stratégie de dire on ne s'implique pas dans votre querelle, dans vos différentes querelles. On a vécu ce qu'on a vécu entre 2010 et 2011, et ce traumatisme-là, il est resté encore gravé dans la mémoire de la plupart des Ivoiriens. Et j'ai eu l'impression que cette grande majorité silencieuse
a plutôt préféré se mettre à l'écart un peu de ce combat entre politiciens et puis d'observer. Oui, et cette attitude de neutralité de la majorité de la population peut-être nous ferait croire qu'on ne va pas assister peut-être à ce qui s'est passé en 2010-2011 avec 3000 morts quand même, que le départ de Laurent Gbagbo aura finalement nécessité Laurent Gbagbo remplacé par Alassane Dramane Ouattara. Cette indifférence de la population pourrait sauver la Côte d'Ivoire finalement? Je l'espère. En tout cas, c'est la tendance qui s'était dégagée à la veille du scrutin et le jour même du scrutin. Beaucoup ont craint des débordements, notamment à Abidjan, mais il n'y en a pas eu. Il y a eu bien sûr quelques heures, notamment à Yamoussoukro, où on a dénombré entre 5 et 10 morts. Mais je pense que cette position de la majorité silencieuse est aujourd'hui peut-être ce qui peut sauver un peu la Côte d'Ivoire. Bien sûr, de part et d'autre, chacun essaie de se mettre un peu cette opinion dans sa poche en mettant en place une certaine stratégie. Dans les discours, on sent beaucoup de volonté de récupérer un peu cette majorité. Après, dans l'interprétation des chiffres qui sont donnés, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Et ça, j'espère en tout cas que ce sera ce qui va sauver un peu ce pays-là d'une nouvelle rechute de ce qu'on a vécu il y a 10 ans. Alors, on s'aperçoit que le paysage politique ivoirien reste dominé par la présence des 3 dinosaures ou éléphants, à savoir l'actuel président Ouattara, dont la légitimité est vivement contestée. Henri Konan Bédié, lui, se voit intronisé président de la transition. Quant à Laurent Gbagbo, toujours en exil à Bruxelles, il semble jouer la carte du rassembleur en prenant langue avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quelle est votre analyse de ce puzzle ivoirien finalement? Alors, Mamoudou, ce qui est drôle dans cette ordre d'idée, c'est qu'on a eu, durant cette période électorale, une série de face-à-face entre des éléphants ou des dinosaures, si vous préférez, et leur poulain, entre guillemets. On a eu, comme vous l'avez dit, trois chefs d'État. Il y a eu Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, mais également Alassane Dramane Ouattara. Mais d'un autre côté, il y a eu 3 autres jeunes aux dents longues qui ont, à un moment ou à un autre de l'histoire, ont défié un peu la hiérarchie. Il y a eu Pascal Affi-N'Guessan, qui à un moment ou à un autre s'est presque affronté, entre guillemets, avec son ex-mentor Laurent Gbagbo. Il y a eu Guillaume Soro, qui a été très proche de Alassane Dramane Ouattara avant de l'affronter frontalement même. Il y a également eu Henri Konan Bédié, qui a également fait face à KKB, qui est issu en quelque sorte des flancs de son parti. Ça donne encore une autre réalité, c'est-à-dire le conflit générationnel qui est encore très latent dans ce pays-là. On a une grosse... Il y a un challenge qui est là pour la plupart des jeunes, mais qui n'arrive pas à faire le renversement pour mettre un peu ces vieux dinosaures-là au repos. Alassane Ouattara a théorisé, après son mandat, dit-il, il va emporter avec lui tous les vieux dinosaures, dit-il, pour laisser la place à la jeune génération. Mais même au sein de son rassemblement, cette alternance générationnelle a du mal à prospérer, et c'est le cas non seulement au RHCP, mais c'est également le cas dans les autres formations, ce qui fait qu'on a toujours les dinosaures qui font face à des jeunes qui, à un moment ou un autre de l'histoire, viennent faire une volte-face pour justement affronter d'abord les leaders de leur parti avant de se retrouver dans un autre combat. Et comme vous l'avez dit, c'est un véritable puzzle. On était en face d'un véritable labyrinthe où il y a plusieurs leaders qui émergent d'un peu partout. Et puis il y a à côté également d'autres leaders qui essaient également d'exister un peu dans cette forêt de combat. Alors, parmi les jeunes, Guillaume Soro, qui se radicalise de plus en plus contre son ex-allié, Alassane Dramane Ouattara. Lui, Soro, est absent du pays. D'ailleurs, il se trouve à Paris. Le président Ouattara lui promet la prison quand il reviendra en Côte d'Ivoire. Que faut-il comprendre de la stratégie de Guillaume Soro, mais aussi de son avenir? Il ne lui promet pas seulement la prison, mais la prison à perpétuité.
Les mots ont été assez forts d'ailleurs. Beaucoup ont souri quand ils ont entendu Alassane Dramane Ouattara évoquer la prison à perpétuité pour son ex-allié. Mais on se rend compte qu'une semaine plus tard, c'est son procureur même qui monte au front et qui évoque à peu près les mêmes peines. On a entendu le procureur Richard Ado, qui a, lors de sa conférence de presse de vendredi dernier, évoqué des peines pouvant aller de 10 à 20 ans, voire la prison à perpétuité. Quand lui-même, quelques jours après, le président évoque cette éventualité, on se rend compte que la radicalisation du camp d'Alassane Dramane Ouattara est toujours de mise là, pendant que tous les observateurs et tous les amis de la Côte d'Ivoire essaient de le pousser à adoucir un peu, à mettre un peu la pédale douce pour retrouver le calme. Mais on se rend compte que pour le cas de Guillaume Soro, par exemple, c'est quelqu'un pour lequel le pouvoir nourrit beaucoup de craintes. Ça se comprend vu son parcours. C'est quelqu'un qui, même s'il est peut-être le plus jeune parmi les leaders qui font la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mine de rien, c'est l'un des plus expérimentés du pays. Il est là dans le landerneau politique ivoirien depuis la fin des années 90. Déjà quand il était étudiant, on l'a vu autour du pouvoir quand sous Robert Gueye, on l'a vu combattre Henri Konan Bédié, on l'a vu combattre radicalement Laurent Gbagbo, on l'a vu pratiquement installer Alassane Dramane Ouattara dans les années entre 2010 et 2011. C'est quelqu'un qui également, juste après, a occupé des positions très stratégiques, Premier ministre, ministre de la Défense. On a toujours soupçonné ses accointances avec la jeune génération de militaires. Et aujourd'hui, ça fait qu'il y a une crainte naturelle qui se nourrit autour de Guillaume Soro. Et même si beaucoup de ces ex-lieutenants ou de ces lieutenants ont été, entre guillemets, neutralisés ou arrêtés ou tués pour certains, on se rend compte qu'il y a toujours une certaine appréhension sur sa puissance de frappe. Les gens ont toujours peur. Le jour même du scrutin, une folle rumeur s'est dégagée. On disait qu'il serait venu comme par miracle dans le pays. Mais ça donne un peu une idée de la crainte qui est liée autour de sa personne. Très bien, Boubacar. Dernière chose, 95% des suffrages exprimés, c'est le score de Alassane Dramane Ouattara, élu ou réélu président de la République, quoique cette élection soit contestée par l'opposition, mais une majorité confortable pour gouverner. Pourquoi ça coince? La majorité, elle était même écrasante, mais ça a soulevé beaucoup d'interrogations. On sait que bien avant les élections, il y a une guerre des chiffres qui a été lancée, surtout autour du taux de participation. Le jour J, on s'est rendu compte qu'il y a des chiffres qui ont été donnés qui nourrissent naturellement ces doutes-là. Je donne juste trois exemples. Le premier, on a vu dans un département entier le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, avoir 100% des suffrages valablement exprimés. 100%, on a vu dans un autre département où il dépasse les 100% avec, dit-on, c'est l'équivalent un peu des votes par ordre de mission ici au Sénégal, c'est-à-dire les journalistes qui se déplacent, le personnel militaire ou paramilitaire qui se déplace pour sécuriser et autres. Oui. Mais ça fait que c'est quand même hallucinant d'avoir tout un département qui vote pour un seul candidat. L'autre exemple également qui fait que les gens ont naturellement eu des doutes, on s'est retrouvé à la veille du scrutin. La commission électorale indépendante, qui est très contestée d'ailleurs par l'opposition, a donné un chiffre de 3,4 millions d'électeurs qui ont reçu leur carte sur les 7,5 millions d'électeurs inscrits. Le jour du scrutin, si on se base sur les résultats qui ont été donnés 3 jours plus tard par la même commission électorale indépendante, on s'est retrouvé avec 6,6 millions d'électeurs qui ont effectivement voté le jour-ci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour même du scrutin, presque autant de personnes qui ont récupéré leur carte jusqu'à la veille du scrutin, c'est le même nombre, c'est-à-dire 3,2 millions d'électeurs qui ont récupéré leur carte le jour du scrutin et qui ont voté le jour même du scrutin entre 8h et 19h. C'est assez hallucinant en fait quand on se rend compte que tout le logiciel, de tout le dispositif, de toute la logistique qu'il faut pour aller récupérer sa carte, aller voter entre 8h et 19h. Résumez votre pensée à Babacar Ndaw Faye très rapidement. En 5 secondes, oui.
cela veut dire que les chiffres, sur beaucoup de zones, les chiffres ont été grossièrement manipulés. C'est l'impression qui s'est dégagée. Ouais. Et personnellement, c'est l'impression que j'ai eue également. Merci Babacar Ndao Faye. Je rappelle qu'il était l'envoyé spécial du groupe immédiat à l'élection présidentielle ivoirienne qui s'est tenue le 31 octobre dernier. Notre rubrique ailleurs reste au Sénégal, mais prend tout de même le large. Nous embarquons avec la patrouille de la Marine nationale. Le navire est une composante navale des forces armées du Sénégal qui surveille nos eaux en permanence. La promenade se déroule au large de Mbour. Reportage Omar Khan, Cheikh Diop. Bienvenue à bord du Kédougou, l'un des patrouilleurs de la Marine nationale pour une mission de patrouille. Là, nous allons au large de Mbour donc pour faire une mission de police en mer. Donc, tout ce qui est surveillance, visite de navire, voilà, donc contrôle du trafic, donc, etc. Donc, tout ce qui est les missions de police en mer. Donc, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Donc, c'est notre travail au quotidien. Donc, nous allons en mer et nous faisons toutes les missions qui sont dévolues à la marine. Une mission qui part d'ici, la salle des opérations, où une équipe veille au grand. H24. C'est à partir de ce lieu que sont coordonnées l'ensemble des opérations où sont impliquées des unités de la Marine nationale. Le centre assure une veille permanente, 24 heures sur 24. Il est armé en permanence par une équipe formée d'un officier de permanence, de 12 officiers mariniers et d'un opérateur qui gère les transmissions. Donc toutes les opérations où nos unités sont engagées sont coordonnées à partir de ce lieu. Un journal de bord, un journal de navigation, un cahier où sont mentionnés les navires contrôlés ou reconnus, des jumelles, des postes de radio marine, mais surtout ce radar qui joue un double rôle. Ça nous permet d'éviter des collisions en mer et en même temps, il y a aussi un autre système qui est l'AIS. Donc l'AIS, ça nous donne des informations du navire, c'est-à-dire que donc, son nom, son port d'attache, là où il a quitté, là où il va, et voilà, donc, et toutes les informations dont on a besoin pour identifier le navire. Et en même temps, ça nous donne des éléments de sécurité pour éviter, comme vous l'avez dit, une collision. Il ne se passe pas un jour sans que la Marine nationale n'intercepte une pirogue de migrants clandestins ces derniers jours. Aujourd'hui, nous n'en intercepterons pas une, mais 3 navires seront immobilisés. Gal bu nekk suñu càmmoñ fii Marine nationale ñoo ngi leen di ñaan ngeen taxaw. Et contrôlés. Rien n'a signalé. Apparemment, ils n'ont que du poisson, ils n'ont que du poisson. Et je ne suis pas monté à bord pour savoir toute la cargaison. Mais ils sont en mer depuis ce matin. Ils sont en mer depuis ce matin. Rossi. Il était en mer depuis ce matin. Actuellement, il est en retour vers son quai de pêche qui est à Rufisque. Un contrôle de routine que la Marine nationale mène de jour comme de nuit pour sécuriser nos eaux et secourir les pirogues et bateaux en détresse, loin, très loin des lumières. Il s'appelle Pape Amadou Ndiaye, gynécologue de formation. C'est lui le nouveau ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Ce diplômé de la faculté de médecine de l'UCAD dans les années 90 est un homme très connu dans le social qu'il a toujours d'ailleurs associé avec son activité de médecin. Détient-il la potion magique pour soigner les maux du secteur informel? Ses proches y croient. Docteur Ndiaye, comme le nomment les Thiessois familièrement, son portrait avec Isidère Alexandre Sen.
Nommé ministre lors du récent remaniement, le gynécologue de formation a la lourde tâche de booster un secteur mal en point, celui de l'artisanat et du secteur informel. Affectueusement appelé Dr Ndiaye par ses proches et sympathisants, il a la réputation d'être affable et amoureux de son prochain. Diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1993, Dr Ndiaye, comme l'appellent ses proches, est décrit par les chez soi comme un homme généreux. Une générosité qui se voit jusque dans son cabinet médical dans la commune de Thiès-Ouest. Très souvent, il prend des patientes en charge sans bourse déliée, d'après ses proches collaborateurs. Le social, c'est l'affaire de l'actuel ministre de l'Artisanat et du secteur informel. En effet, depuis 1996, Pape Amadou Ndiaye a ouvert son cabinet médical qui reçoit des dizaines de femmes par jour et de toutes les catégories sociales. Il ne se limite pas seulement à Thiès. Dans la ville sainte de Touba, il y a installé un cabinet. À Thiès, comme dans la cité de Bamba, Pape Amadou Ndiaye prenait en charge des talibés. En 2012, il investit dans le financement d'activités génératrices de revenus pour les femmes, initiative qui lui a valu les Thiessois de l'année de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, INACOA. 2 ans après cette distinction, il met en place l'association communautaire de crédit, d'entraide et de solidarité, structure qui a formé des milliers de femmes dans la capitale du rail. Aussitôt nommé dans l'actuel gouvernement, ces inconditionnels ont pris d'assaut son domicile pour le féliciter, occasion pendant laquelle Pape Amadou Ndiaye, sur des propos, a rassuré ses militants de sa volonté d'être toujours à côté d'eux. Une vidéo qui a suscité des commentaires, mais il n'y a pas péril en la demeure, se défendre ses proches qui estiment que tout cela est à mettre dans le jardin de générosité du ministre. Le département de l'artisanat ne lui est pas étranger comme le pensent certains, confie un de ses voisins. Les conducteurs de moto Jakarta aussi ne diront pas le contraire. L'ancien président du conseil d'administration du Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP a financé la formation de 2000 conducteurs de moto-taxi ici à Thiès. Parfois, il rejoint son cabinet médical à vélo chaque matin selon certaines indiscrétions. Pape Amadou Ndiaye, gynécologue de formation, est arrivé dans les rangs de l'APR en 2014. Il opère désormais dans l'artisanat et le secteur informel. Cela depuis le 1er novembre 2020. Vie des plantes, focus cette semaine sur une plante ornementale sud-américaine. Nos climats tropicaux n'étant pas si éloignés, les plantes d'Amérique latine offrent une alternative exotique et tropicale. Elles agrémentent de plus en plus nos espaces verts. Récit Kessendour. La fin de l'hivernage. La période parfaite pour fleurir son jardin, son balcon ou même ses rebords de fenêtre. En particulier si vous voulez y faire pousser des plantes exotiques. Au Sénégal, une des options les plus originales serait de planter des Dipladénias. Ces plantes originaires du Brésil résistent parfaitement aux climats tropicaux. Elles aiment la lumière, la chaleur et l'humidité, parfait pour un début novembre et une fin de période chaude. Dans ces conditions, vous obtiendrez après quelques mois à peine un petit buisson. Ces longues tiges ligneuses à la base et souples s'entourent facilement autour d'un support, si bien que le Dipladénia peut atteindre 3 mètres de haut et être transformé en plante grimpante relativement facilement. Si cette plante est si intéressante, c'est parce qu'en plus de résister au climat chaud, son aspect ornemental n'est pas négligeable. Son feuillage vert foncé, coriace et brillant lui confère une certaine élégance, mais son atout principal réside dans sa longue et belle floraison. Les premières fleurs, dont les couleurs peuvent varier du rose au rouge, en passant par le blanc ou le jaune, apparaissent dès que le climat se fait doux, tandis que les dernières se fanent aux premières fraîcheurs. Ces mêmes fleurs sont habituellement regroupées en grappes à l'extrémité des tiges et leurs pétales, soudés à la base, se chevauchent à la manière des pales d'une hélice. De plus, mis à part l'arrosage qui doit être régulier, le Dipladénia nécessite peu d'entretien, un taillage à la fin de chaque saison, et votre jasmin du Brésil, comme on l'appelle également, vivra sa croissance parfaitement jusqu'à l'année prochaine. Alors vous l'aurez compris, si vous avez peu de temps, que vous habitez sous nos tropiques, le Dipladénia est une option parfaite pour fleurir vos extérieurs. Bonsoir Kessendour. Bonsoir Mamadou. Dipladénia, ce ne sont pas des plantes de chez nous, on l'a vu. Est-ce que ce n'est pas mieux de les planter en pot ? Alors, si on habite dans une contrée un petit peu froide, oui, effectivement, il est mieux de le planter en pot, voire même sous serre. Mais ici, sous nos tropiques, je dirais, avec les températures dont on bénéficie,
Non, on peut totalement la planter au sol, tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de propriétés particulières ni d'un sol extrêmement riche. Elle se développe aussi bien en Bolivie qu'au Mexique qu'en Amérique un peu plus centrale. Donc elle s'adapte vraiment très très facilement et n'a pas besoin d'un sol riche. Donc ici, que l'on habite dans le centre du pays, sur les côtes, avec un sol même un tout petit peu plus sablonneux, bon, on ne risque pas grand-chose. C'est une plante qui pousse bien. Donc, on peut la planter réellement n'importe où, que ce soit en pot, dans un intérieur, ou alors à l'extérieur, dans votre jardin, tout simplement. Justement, y a-t-il tout de même des choses à savoir avant de les installer chez soi? Alors oui, il y a une chose à savoir et que je tiens à préciser parce qu'on vit pour beaucoup en famille, c'est que cette plante est toxique. Et la sève que l'on a pu voir à l'écran est, elle, également extrêmement un taux de toxicité extrêmement important. Par conséquent, si on a des enfants à la maison, il est conseillé de ne pas la planter trop basse et de plutôt la mettre en hauteur, de manière à ce qu'elle ne soit pas accessible. Il faudrait évidemment éviter les pièces comme la cuisine, mais mis à part cela, c'est une plante, encore une fois, qui nécessite très peu d'entretien. C'était la Toussaint il y a peu de temps, donc on peut penser par exemple à la mettre dans les cimetières. Étant donné qu'elle nécessite peu d'entretien, on n'est pas obligé de l'arroser vraiment extrêmement régulièrement, à part bien entendu pendant l'hivernage, à la période très chaude où là, de manière générale, toutes les plantes ont besoin d'un petit peu d'eau, mais sinon ça se prête extrêmement bien à la floraison, notamment des cimetières ou tout simplement des extérieurs que l'on ne va pas visiter très régulièrement. Merci Kessen, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Effectivement, et dimanche prochain, vous verrez, on quitte l'UCAD pour le parc de Anne, aller à la découverte un petit peu de ces plantes à la fois aromatiques et ornementales. Très bien. Rendez-vous est pris. Kessen, bonsoir. Au revoir. Bonne semaine. On a tous le sentiment de frustration du dimanche soir en pensant à la reprise de la semaine le lendemain. À l'image de Tom Sawyer, le lundi est souvent déprimant. Tellement de choses à accomplir en une semaine qu'on se demande comment y arriver. Heureusement que Ndeye Nancy Diouf est là pour nous donner des bons plans. Bonsoir Ndeye Nancy. Bonsoir Mamadou. Dans la vie en général, il est important d'être bien organisé et planifier sa semaine l'est tout autant et fait partie intégrante de l'organisation. Alors pour ce nouveau numéro de Bonne Semaine, nous avons comme invité un consultant chercheur en relations internationales, mais rassurez-vous, nous n'allons ni parler de géopolitique ni parler de diplomatie. Alpha Wali Diallo a bien voulu partager avec nous ses astuces qui lui permettent de passer une agréable semaine. Je vous propose de l'écouter. L'habitude que j'ai eue depuis à peu près plus de 15 ans de travailler de façon autonome, ce qu'on appelle actuellement e-travail. Les gens peuvent rester chez eux, travailler, pouvoir faire des réunions. Bon, la pandémie a introduit cette nouveauté dans la façon de faire. Moi, je suis parce que chez les anglo-saxons, depuis environ 30 ans, ils font tout pour que les employés, les collaborateurs ne restent pas dans les bureaux. Parce que les gens ne savent pas que quand tu restes entre quatre murs, quand même, ça joue un tout petit peu sur ta faculté de réfléchir. Bon, déjà, l'air circule en interne, alors que quand tu es en plein air ou bien chez toi, tu es beaucoup plus relax et tu es beaucoup plus productif qu'on ne le croit. Et aussi, tu fais beaucoup plus attention parce que tu as beaucoup plus de liberté. Planifiez votre semaine, il n'y a rien de mieux pour optimiser son temps. Alors sortez votre agenda ou votre bullet journal et notez vos objectifs, tâches et obligations pour ne rien oublier. Ça va vous aider à garder votre sérénité toute la semaine. Mais tout passe par l'organisation. C'est-à-dire déjà en fin de semaine, en fait le vendredi, on a une idée un tout petit peu de notre prévision pour la semaine à venir. Donc il reste, on a samedi et dimanche pour nous reposer, recharger les batteries et voir maintenant, tout ça, ça entre dans un processus de communication, donc essayer de caler
bien les rendez-vous au jour le jour. Aussi, de très bien respirer le dimanche. Parce que l'horreur de tout travailleur, c'est lundi matin. Mais une fois que le lundi est bien assuré, le reste, tu vas dérouler. Et le vendredi, c'est l'apothéose. Là, tu te la coules douce. Nancy, le conseil de la semaine. Le conseil du jour est que pour commencer une nouvelle semaine, il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors, le dimanche, faites-vous plaisir et décompressez. Prenez un bon bain chaud, regardez votre série préférée ou prenez l'air tout simplement. Peu importe, mais amusez-vous. Merci, bonne semaine dans la bonne humeur. Merci, bonne semaine à vous et bonne semaine à tous nos téléspectateurs. Et c'est la fin de la totale dimanche. Réalisation Abdoulaye Ndiaye, chef d'édition Omar Khan. Toc Toc, 6h30, retour de l'info demain avec l'équipe de Boubacar Diallo. N'oubliez pas du côté d'e-Radio Dakar Direct, votre première radiovision de ce pays. Avec Aïssata Ndiaye, ce sera à 5h45 du matin. Ici, on se lève très tôt. L'avenir appartient justement à ceux qui se lèvent. Vous connaissez la suite. Bonsoir, excellente semaine.